En misant sur l'Algérie, Trump a pris de court rabat. Mais pourquoi diantre les tractations prennent-elles racine depuis les locaux de l'ambassade des États-Unis à Madrid? Ce simple détail géographique, en apparence anodin, condense pourtant un renversement de perspective inattendu et redistribue les cartes dans le jeu si complexe du Sahara occidental. Une scène digne des plus fines stratégies diplomatiques, capable à elle seule de relancer les spéculations les plus audacieuses sur l'avenir d'un dossier que l'on croyait figé. Le choix des États-Unis de faire de leur ambassade à Madrid le point de départ de consultations complexes et sensibles, avec la participation de plusieurs parties et sous un niveau très élevé de confidentialité, n'est ni un détail technique, ni une simple question logistique, mais bien un message politique à plusieurs niveaux. Le premier message concerne la nature du parrainage américain, qui se veut direct, maîtrisé et protégé des fuites. Le second renvoie au fait que Washington cherche à réorganiser les cartes sans casser le cadre onusien, mais plutôt en essayant de le faire avancer de manière pragmatique. Le troisième message s'adresse aux acteurs régionaux, en particulier l'Algérie et le Maroc, et signifie que la marche prochaine exige des approches moins brillantes et plus capables de produire un consensus. Par l'air ici de choix de l'Algérie ne signifie pas un renversement des équilibres de reconnaissance, ni l'adoption automatique d'une thèse au détriment d'une autre, mais reflète plutôt la conscience américaine que l'Algérie reste un acteur central, dont l'influence ne peut être contournée dans toute solution viable. L'Algérie, comme on le sait, insiste depuis des années sur le fait qu'elle n'est pas une partie directe au conflit, mais un acteur observateur et défenseur du principe de l'autodétermination. Malgré cela, elle demeure un joueur incontournable politiquement et diplomatiquement. D'où l'approche américaine réaliste. Associer l'Algérie et la Mauritanie en tant qu'accompagnateurs et garants du processus de négociation, tout en maintenant la table principale entre le Maroc et le Front Polisario en tant que parties directement concernées, conformément aux résolutions de l'Organisation des Nations Unies. Cette configuration porte en elle une double signification. D'un côté, elle respecte la sensibilité algérienne et répond à son refus de s'asseoir en tant que partie au conflit. De l'autre, elle place tout le monde dans une même salle au sens politique élargi, où aucun acteur ne peut se dérober à ses responsabilités, ni prétendre qu'une solution peut être imposée en dehors des équilibres régionaux. Le choix de Madrid, et plus précisément du siège de l'ambassade américaine, n'est pas fortuit. L'Espagne est un pays historiquement et politiquement concerné par le dossier du Sahara occidental et reste très sensible à toute évolution dans ce domaine. Mais dans cette phase, Washington n'a pas voulu que Madrid soit la façade ni le titre médiatique de l'initiative. Il fallait un lieu garantissant une confidentialité maximale, limitant les pressions médiatiques et offrant aux délégations un espace de dialogue à l'abri des déclarations tendues ou des fuites orientées. Le siège de l'ambassade américaine répond à toutes ces conditions. Une maîtrise américaine des aspects protocolaires, sécuritaires et informationnels, et un message clair selon lequel Washington est le parrain direct de cette séquence, sans que cela signifie pour autant retirer le dossier des mains des Nations Unies ou contourner les résolutions du Conseil de sécurité. C'est ici qu'apparaît un point essentiel, souvent déformé dans le débat public. Le parrainage américain ne signifie pas l'annulation automatique du rôle onusien. Au contraire, la présence de l'envoyé spécial de l'Organisation des Nations Unies et son invitation à participer confirment que le cadre onusien reste présent et de référence. L'idée que Washington semble vouloir imposer est d'encourager les parties à discuter de manière concrète des formules possibles au lieu de tourner en rond dans la répétition de positions figées. D'où le discours sur la non-exclusivité de toute proposition, y compris celle de l'autonomie, et l'ouverture de la table à d'autres idées que pourraient présenter les différentes parties, à condition qu'elles convergent au final sur un principe central, le droit à l'autodétermination et les modalités pratiques de sa mise en œuvre de manière consensuelle et applicable. La confidentialité entourant cette consultation n'est pas un détail secondaire, mais un élément central dans l'architecture de ce nouveau parcours de négociation. Les expériences passées ont montré que les fuites médiatiques ou les surenchères politiques internes avaient souvent suffi à faire échouer tout progrès potentiel avant même qu'il ne voie le jour. C'est pourquoi la décision américaine a été claire. Pas de communiqué détaillé, pas de conférence de presse, pas de sources informées qui parlent, et même une implication limitée du pays hôte dans les détails.
Ce niveau d'isolement médiatique traduit la conscience de la sensibilité du moment et la volonté de construire un minimum de confiance entre des parties épuisées par des années de méfiance mutuelle. Dans ce contexte, on peut comprendre pourquoi la scène a semblé surprenante pour Rabat et pourquoi les discours médiatiques ont parlé de renversement de table ou de changement d'humeur à Washington. En réalité, la politique américaine, par nature pragmatique, ne se meut pas par émotion, ni par alignement figé, mais selon une évaluation des intérêts et des possibilités d'obtenir une percée. Lorsqu'une administration estime qu'une voie est bouchée ou qu'elle consomme du temps sans résultat, elle en cherche une autre, même si cela implique de redistribuer les rôles ou d'ajuster le langage politique. Cela ne signifie pas adopter la thèse d'un camp contre l'autre, mais plutôt tenter d'imposer une logique de compromis difficile que tous savent à l'avance qu'elle exigera des concessions douloureuses de toutes les parties. D'où l'importance des déclarations évoquant que la solution à venir, quelle que soit sa forme finale, sera difficile à accepter pour tous, mais qu'elle pourrait être la seule capable de mettre un terme à un conflit qui dure depuis trop longtemps et qui pèse lourdement sur la région, sur les plans politiques, économiques et sécuritaires. Parler de référendum et d'autodétermination ne se fait pas comme d'un simple slogan, mais comme d'un dossier technique et politique nécessitant un accord sur les détails. Qui a le droit de voter? Quelles options seront proposées? Comment garantir la transparence? Et quelles garanties régionales et internationales pour la mise en œuvre des résultats? Ce sont là des questions complexes et s'y approcher exige du calme et de la progressivité. C'est ce que Washington semble rechercher à travers ce parcours discret et éloigné des projecteurs. L'intégration de la Mauritanie dans un rôle d'accompagnement reflète une compréhension des équilibres maghrébins. La Mauritanie n'est pas seulement un voisin géographique, mais un acteur concerné par la stabilité de la région et par tout arrangement sécuritaire ou politique pouvant découler d'un règlement du conflit. Sa présence donne une dimension régionale plus large et rassure tous les acteurs sur le fait qu'un éventuel accord ne sera pas un arrangement bilatéral étroit, mais s'inscrira dans une vision plus vaste de stabilité et de coopération en Afrique de l'Ouest. On ne peut pas non plus ignorer la dimension espagnole, même si elle a été médiatiquement mise en retrait. L'Espagne est un pays historiquement et politiquement concerné par le dossier du Sahara occidental et reste très sensible à toute évolution dans ce domaine. Mais dans cette phase, Washington n'a pas voulu que Madrid soit la façade ni le titre médiatique de l'initiative. Il fallait un lieu garantissant une confidentialité maximale, limitant les pressions médiatiques et offrant aux délégations un espace de dialogue à l'abri des déclarations tendues ou des fuites orientées. Le siège de l'ambassade américaine répond à toutes ces conditions. Une maîtrise américaine des aspects protocolaires, sécuritaires et informationnels, et un message clair selon lequel Washington est le parrain direct de cette séquence, sans que cela signifie pour autant retirer le dossier des mains des Nations Unies ou contourner les résolutions du Conseil de sécurité. C'est ici qu'apparaît un point essentiel, souvent déformé dans le débat public. Le parrainage américain ne signifie pas l'annulation automatique du rôle onusien. Au contraire, la présence de l'envoyé spécial de l'Organisation des Nations Unies et son invitation à participer confirment que le cadre onusien reste présent et de référence. L'idée que Washington semble vouloir imposer est d'encourager les parties à discuter de manière concrète des formules possibles au lieu de tourner en rond dans la répétition de positions figées. D'où le discours sur la non-exclusivité de toute proposition, y compris celle de l'autonomie, et l'ouverture de la table à d'autres idées que pourraient présenter les différentes parties, à condition qu'elles convergent au final sur un principe central: le droit à l'autodétermination et les modalités pratiques de sa mise en œuvre de manière consensuelle et applicable. La confidentialité entourant cette consultation n'est pas un détail secondaire, mais un élément central dans l'architecture de ce nouveau parcours de négociation. Les expériences passées ont montré que les fuites médiatiques ou les surenchères politiques internes avaient souvent suffi à faire échouer tout progrès potentiel avant même qu'il ne voie le jour. C'est pourquoi la décision américaine a été claire. Pas de communiqué détaillé, pas de conférence de presse, pas de sources informées qui parlent et même une implication limitée du pays dans les détails. Ce niveau d'isolement médiatique traduit la conscience de la sensibilité du moment et la volonté de construire un minimum de confiance entre des parties épuisées par des années de méfiance mutuelle. Dans ce contexte, on peut comprendre pourquoi la scène a semblé surprenante pour Rabat et pourquoi les discours médiatiques ont parlé de renversement de table ou de changement d'humeur à Washington.
En réalité, la politique américaine, par nature pragmatique, ne se meut pas par émotion ni par alignement figé, mais selon une évaluation des intérêts et des possibilités d'obtenir une percée. Lorsqu'une administration estime qu'une voie est bouchée ou qu'elle consomme du temps sans résultat, elle en cherche une autre, même si cela implique de redistribuer les rôles ou d'ajuster le langage politique. Cela ne signifie pas adopter la thèse d'un camp contre l'autre, mais plutôt tenter d'imposer une logique de compromis difficile que tous savent à l'avance qu'elle exigera des concessions douloureuses de toutes les parties. D'où l'importance des déclarations évoquant que la solution à venir, quelle que soit sa forme finale, sera difficile à accepter pour tous, mais qu'elle pourrait être la seule capable de mettre un terme à un conflit qui dure depuis trop longtemps et qui pèse lourdement sur la région, sur les plans politiques, économiques et sécuritaires. Parler de référendum et d'autodétermination ne se fait pas comme d'un simple slogan, mais comme d'un dossier technique et politique nécessitant un accord sur les détails. Qui a le droit de voter? Quelles options seront proposées? Comment garantir la transparence? Et quelles garanties régionales et internationales pour la mise en œuvre des résultats? Ce sont là des questions complexes et s'y approcher exige du calme et de la progressivité. C'est ce que Washington semble rechercher à travers ce parcours discret et éloigné des projecteurs. L'intégration de la Mauritanie dans un rôle d'accompagnement reflète une compréhension des équilibres maghrébins. La Mauritanie n'est pas seulement un voisin géographique, mais un acteur concerné par la stabilité de la région et par tout arrangement sécuritaire ou politique pouvant découler d'un règlement du conflit. Sa présence donne une dimension régionale plus large et rassure tous les acteurs sur le fait qu'un éventuel accord ne sera pas un arrangement bilatéral étroit, mais s'inscrira dans une vision plus vaste de stabilité et de coopération en Afrique de l'Ouest. On ne peut pas non plus ignorer la dimension espagnole, même si elle a été médiatiquement mise en retrait. L'Espagne est un pays historiquement et politiquement. En définitive, ce qui se joue aujourd'hui autour de ce nouveau cycle de consultation n'est pas seulement une séquence diplomatique de plus dans un dossier ancien et complexe, mais bien un moment charnière qui pourrait, s'il est mené avec lucidité et courage politique, redessiner durablement les équilibres régionaux et ouvrir la voie à une ère différente dans les relations entre les acteurs concernés. La longue histoire de ce conflit a montré que l'immobilisme coûte toujours plus cher que le risque calculé du compromis, et que la gestion indéfinie du statu quo finit par user aussi bien les sociétés que les États en épuisant les ressources politiques, économiques et humaines sans offrir de véritables perspectives d'avenir. C'est précisément pour cette raison que la tentative actuelle, malgré toutes les incertitudes qui l'entourent, mérite d'être lue comme une opportunité. Non pas au sens naïf d'une solution facile ou rapide, mais comme une possibilité réelle de sortir progressivement d'une logique de confrontation figée pour entrer dans une dynamique de négociation patiente et pragmatique. Il serait illusoire de croire que des décennies de méfiance, de récits antagonistes et de calculs géopolitiques divergents peuvent être effacés par quelques réunions, aussi bien préparées soient-elles. Les blessures symboliques, les enjeux de souveraineté, les considérations de politique intérieure et les équilibres régionaux pèsent lourdement sur chaque geste et chaque mot. Pourtant, l'histoire des conflits prolongés montre aussi que les tournants décisifs commencent souvent par des étapes discrètes, parfois presque invisibles pour l'opinion publique, où l'essentiel n'est pas encore l'accord final, mais la création d'un minimum d'espace pour que le dialogue devienne possible, sans être immédiatement saboté par la pression médiatique, les surenchères politiques ou les calculs électoraux. Dans ce contexte, la centralité accordée à la confidentialité n'apparaît pas comme un luxe ou comme une manœuvre opaque, mais comme une condition de travail presque indispensable. Elle permet aux acteurs d'explorer des options, de tester des idées, d'évaluer des concessions potentielles, sans être aussitôt accusés de faiblesse ou de trahison par leurs opinions publiques respectives.